Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà à ceux qui se sont connectés d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire qui consiste à découvrir les différentes étapes pour la mise en place d'un projet numérique. Voilà, donc pour rappel, ce webinaire a été mis en place grâce au projet Up créatif de Charleroi Métropole. Alors, aujourd'hui, nous sommes ensemble en fait pour 2 petites heures pour découvrir les différentes étapes, donc et les différentes méthodes et conseils pour la mise en place d'un projet numérique. Nous aurons donc dans un premier temps Laurie Tchecotti qui va nous présenter ce qu'est en fait rapidement le Hub créatif de Charleroi Métropole, ainsi que sa boîte à outils qui est en fait le socle de ce webinaire et de sa mise en place. Je prendrai également ensuite rapidement la parole pour faire le tour de ce qu'est l'idéation dans un projet et donc pour ensuite passer la parole à Annick Mastrowski qui est chef de projet au CITIC et qui nous montrera la méthode pour mener à bien un projet dans sa conception. Et enfin, Cyprien de Barros, CEO d'Alteria Solutions, nous expliquera comment, au sein d'Alteria, donc au sein de sa société, ils ont mis en place ces différentes méthodes et outils. Si vous avez envie d'interagir, vous pouvez utiliser le chat qui est disponible donc sur la droite de votre écran. Voilà. Je vais de ce pas laisser la parole à Laurie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui s'inscrit dans le projet Industrie 4.0. C'est un projet d'Hub créatif Charleroi Métropole, un projet porté par le CITIC et subsidié par le FEDER. Merci. Alors, le Hub créatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un collectif d'acteurs composé de l'YTEC, de Charleroi Entreprend, de l'ULB et du CETIC, ainsi que d'un vaste réseau de partenaires issus du territoire Carolo, au service du développement économique et territorial de Charleroi. Alors, le Hub créatif s'adresse aux entreprises en création, en développement et en repositionnement, aux entrepreneurs et indépendants et à tout porteur de projets et d'idées. L'idée du Hub créatif, c'est vraiment de faire émerger des projets créatifs sur le territoire Carolo. Alors, où se trouve le Hub C? Il se trouve au quai 10, près du centre commercial Rive-Gauche. Alors, concrètement, le Hub C vous connecte aux réalités de terrain avec ses partenaires et à l'écosystème qu'il a mobilisé. Il propose 6 services avec des rencontres créatives, des webinaires, un accompagnement numérique et au créatif, et également du prototypage au Fab Lab de Charleroi. Le Hub C propose également une trousse à outils, donc comme Bérengère vous l'a expliqué, elle est disponible sur le site du Hub Créatif. Je vous ai mis son lien sur le slide en haut à gauche si jamais vous voulez noter. Alors, la trousse à outils, qu'est-ce que c'est? C'est un référentiel de tutoriels et de fiches didactiques pour vous aider, vous accompagner vraiment dans votre transformation numérique. L'objectif de cette trousse, c'est vraiment de vous évangéliser à l'industrie 4.0. Pour le moment, nous avons à peu près une dizaine de fiches. Nous actualisons régulièrement. Alors, il y a un peu tous les sujets. Par exemple, la restauration d'images, la gestion de données IoT, un moniteur de qualité d'air. C'est assez varié. Donc, voilà, je vous invite à consulter régulièrement cette trousse à outils pour vous tenir informés. Elles sont réalisées par les experts du CETIC et nous essayons donc d'organiser, comme aujourd'hui, des webinaires pour vous informer de tout cela. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions au sujet du Hub créatif. En tout cas, Bérengère vous donnera mon contact à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, si jamais vous avez une question sur ce webinaire, sur une fiche ou un service du Hub C. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurie. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et Laurie se fera un plaisir d'y répondre sur le sujet en particulier. Et bien sûr, pour la suite des présentations. Voilà, donc en ce qui me concerne, je vais vous parler
assez rapidement et reprendre rapidement le processus de conception avec une optique plutôt dans ce que je vais vous expliquer d'une réflexion en amont de cette conception. Donc un projet, avant même son développement, passe par différentes phases impliquant plusieurs niveaux de réflexion et identifie des utilisateurs et des ressources différentes. Donc l'idéation en tant que telle s'inscrit dans ce processus itératif et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc ma présentation, comme je vous l'expliquais, s'inscrit dans cette réflexion au début de projet. Cependant, certains éléments se retrouvent ensuite également dans les étapes de conception et d'implémentation, comme vous le verrez avec Annick ensuite. Voilà, la première phase, il s'agit de la phase de compréhension. Donc l'objectif est d'accroître la compréhension personnelle du porteur de projet à propos de ses futurs utilisateurs et de leurs besoins réels, car pour qu'une solution innovante soit rentable et durable, elle doit être utile à ces derniers. Il est tout à fait possible, sinon courant, de se rendre compte que les intentions premières du projet sont inadéquates par rapport aux demandes du marché et qu'il est alors nécessaire de revoir les objectifs. À cette fin, il peut être utile, voire nécessaire, de rentrer en contact avec d'éventuels partenaires et parties prenantes, des experts du domaine concernés et même avec de potentiels utilisateurs, comme je l'ai expliqué juste avant. La seconde phase, donc c'est la phase de définition de la problématique, qui sert à analyser la situation après avoir rassemblé les informations et observations. Il est utile d'en réaliser une synthèse afin de définir les problèmes fondamentaux et les grandes lignes de la solution envisagée, c'est-à-dire les objectifs globaux, les critères de succès, l'origine et l'histoire du projet, le secteur, le domaine concerné, son écosystème, ainsi que tout un tas d'autres éléments. Souvent, c'est un document qui permet ensuite d'approcher d'autres acteurs pour se faire accompagner, que ce soit dans la méthodologie, dans l'implémentation ou même dans le financement de votre projet. Ensuite vient donc cette phase d'idéation. Une fois le cadre posé, la problématique prédéfinie, celle-ci peut être divisée en sous-questions qu'il faut approfondir. La phase d'idéation va permettre de trouver des idées qui se rapportent à toutes ces questions, aux solutions auxquelles elles peuvent conduire. Mais dans un environnement toujours plus concurrentiel, la créativité est de mise. Et donc, de nombreux acteurs de l'accompagnement, tels que le Hub Créatif, organisent et animent des séances avec des méthodes et outils créatifs, mais également en mobilisant l'intelligence collective afin de développer des synergies créatrices entre partenaires d'un écosystème et de développer des projets communs. Cette phase d'idéation se découpe en deux étapes. La première concerne la divergence. On va chercher à générer le plus d'idées possible. Dans ce cas, on peut mettre soit en place un groupe d'émergence, c'est ce que est représenté par ce slide, afin de réunir l'écosystème potentiel de la solution envisagée pour réfléchir aux problèmes rencontrés aux différents cas d'usage. Cependant, dans certaines situations, le porteur de projet peut également être accompagné dans la réalisation de ce qu'on appelle des workshops d'analyse fonctionnelle afin d'identifier les différentes fonctionnalités possibles d'une solution. La seconde étape de cette phase d'idéation est la convergence. On va sélectionner parmi certaines idées, parmi toutes celles qui ont été trouvées dans la première étape. Un groupe d'émergence, ici encore, rassemblera alors les experts ayant des compétences techniques ou des connaissances plus pointues sur la problématique, afin d'affiner les avantages et inconvénients des idées générées à l'étape précédente. Dans le cas d'un workshop d'analyse fonctionnelle, qui peut être aussi utilisé comme forme de workshop dans cette étape, l'équipe s'attellera à préciser les cas d'utilisation et les exigences fonctionnelles requis et réalisera des diagrammes de responsabilité et de flux pour les décrire. Voilà, on rentre plus dans une description technique qui nous amène petit à petit vers ce qu'on appellera alors un cahier des charges. Cette phase d'idéation doit permettre en fait aux porteurs de projet de prendre des décisions et de préciser quelle forme prendra la solution à implémenter. Une phase dans la conception, la phase suivante,
parle plutôt du prototypage. Donc, des moyens techniques sont employés pour donner forme aux idées clarifiées lors des étapes précédentes. La réalisation de wireframe et de mock-up permet de concrétiser ces spécifications et de visualiser plus facilement les interfaces. Enfin, même en amont d'un projet, une phase d'expérimentation peut être utile. Ainsi, le prototype de la solution doit être testé afin de valider ses aspects fonctionnels et ses aspects d'usage, de détecter d'éventuels nouveaux usages et ou mésusages également. Le point important ici, c'est de sélectionner un échantillon représentatif d'utilisateurs potentiels de la solution, dont des utilisateurs extrêmes, et de mettre à disposition l'environnement adéquat d'expérimentation dans le but de fournir aux porteurs de projet le retour utilisateur pertinent pour la suite du processus de conception. Alors, comme indiqué plus tôt, le porteur de projet peut, voire doit pour certaines étapes, se faire accompagner pour tout ou partie de ces étapes. Le Hub C, et plus précisément l'équipe d'animation numérique, peut notamment intervenir dans ces différentes phases et réaliser avec vous une analyse de la compréhension du projet, l'organisation et l'animation de groupes d'émergence, des workshops d'analyse fonctionnelle ou encore une orientation et une mise en contact vers le réseau des partenaires. Voilà, je ne sais pas si également pour cette petite présentation rapide, vous avez des questions. Ou sinon, même chose, je serai ravie de revenir vers vous à ce sujet. Voilà, via le chat, et je donnerai également un contact, donc soit via ma collègue Laurie, via le Hub, ou alors via le CETIC, puisque nous sommes forcément, quand je parle de l'équipe numérique, il s'agit en fait de l'équipe des chercheurs au niveau du CETIC qui est partenaire du Hub C. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Annick Machrowski. Je vais également lui laisser la main pour le partage de son écran. Voilà. Je vous dis d'abord bonjour, heureuse de participer effectivement à ce webinaire. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. C'est bien le cas? C'est parfait, merci beaucoup. Voilà. Je te laisse la parole. Voilà, mais voilà, bonjour à tous. Voilà, je suis Annick Machrowski, je suis effectivement chef de projet au CETIC, mais dans une vie antérieure et pendant de longues années, j'ai effectivement travaillé dans l'ingénierie logicielle, donc qui m'a effectivement permis d'enseigner quelque part les bonnes pratiques en matière de développement logiciel et aussi en matière de qualité logicielle. Donc évidemment, tout ça change un peu. On voit bien que les pratiques se modifient un petit peu, du moins les étapes pour arriver à mettre en place un projet numérique, mais fondamentalement, dans le fin fond des pratiques, il y a évidemment des étapes pour lesquelles on ne changera jamais évidemment le cours du temps. Donc ici, évidemment, voilà, moi, je vais vous parler évidemment de l'opérationnalisation d'un projet numérique. Donc, c'est-à-dire évidemment, il y a déjà des étapes que Bérangère vous a présentées. Évidemment, je vais peut-être raffiner un peu plus ces étapes et qui vous permettront d'avoir une vue évidemment d'ensemble et surtout un timing et un objectif qu'il faut essayer de se donner pour atteindre évidemment un produit, enfin du moins une opérationnalisation optimale avec un produit le plus rapidement possible, évidemment, puisque souvent, il faut quand même être rapidement sur le marché, tout en appliquant évidemment du coup une méthode. Effectivement, on va se demander comment on va passer effectivement de cette vision dont Bérangère vous a parlé, la vision, on a eu un rêve, on a eu voilà, une idée, on a élaboré un peu les besoins de cette idée et on en a peut-être même fait une maquette. Vous avez tout un processus que vous avez peut-être pu valider avec des utilisateurs, en passant par les workshops dont Bérangère mentionnait. Et donc tout ça vous donne quand même une idée, mais encore assez haut niveau. Et il va falloir effectivement partir de là et essayer d'aller étape par étape, mais pas trop longtemps, donc de manière assez efficace pour arriver jusque quelque part au produit qui sera là au centre de votre projet numérique, puisque c'est bien de ça qu'on parle. Évidemment, le produit peut être un peu
tout ce qu'on veut, enfin une application sur smartphone ou sur tablette ou sur PC ou Dieu sait quoi. Toujours est-il que vous avez un projet numérique et il va fournir effectivement quelque chose de bien concret et vous allez vous demander comment vous allez pouvoir passer de cette vision ou de même les besoins que vous aviez identifiés et cette même petite maquette jusqu'à effectivement ce produit qui va être déployé enfin, sur une tablette ou sur un smartphone ou chez le client. Et donc on va vraiment voir comment on va mettre en œuvre la réalisation de ce projet et quelles sont les étapes clés de ce processus d'implémentation, parce qu'il y a bien notion ici d'implémentation de ce produit dans le cadre du projet. Et vous verrez que ça vous permettra effectivement, de par ma présentation, de définir des objectifs d'opérationnalisation, on appelle des objectifs SMART, que vous pourrez atteindre évidemment. Donc évidemment, on se dit il faut bien s'accompagner d'une méthode. Bien sûr, on pourrait imaginer beaucoup d'outils derrière tout ça, mais on va partir quand même sur un processus agile. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il est montré, il est démontré, et je pense que voilà, Cyprien sera bien là pour le confirmer, vaut mieux travailler de manière itérative et incrémentale, et avec des validations régulières, avec les potentiels utilisateurs, et notamment le client, si on sait déjà évidemment le cibler et le faire intervenir dans ses développements, pour être vraiment en phase avec ce que l'on va livrer et surtout atteindre tout de suite le bon public, puisque l'idée, c'est quand même de le commercialiser et de le mettre dans une étagère. Donc évidemment, pour ça, on va s'aider d'un processus agile. Et bon, peut-être que la plupart d'entre vous le savent, donc je ne vais pas évidemment rentrer dans tous les détails, mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a quand même des grosses étapes importantes, et donc on en voit quand même 3, même dans les processus agiles. Donc ici, c'est la méthode Scrum, mais bon, il y en a d'autres, mais celle-ci est vraiment assez adaptée à l'opérationnalisation d'un projet numérique. Mais on a cette étape préalables au développement, mais qui vont quand même faire en sorte à partir de notre vision, de permettre de raffiner un petit peu cette vision et d'essayer d'étendre cette vision sous forme fonctionnelle, même non fonctionnelle ou technique. Du moins, il faut qu'on en donne quelques briques. Donc, on prend cette vision, on la secoue, on a un besoin, et on va décomposer ça effectivement en un ensemble de fonctions qu'on appelle évidemment dans le monde agile le product backlog. Mais donc, voilà, peu importe, c'est un ensemble de fonctions, et je vais raffiner slide après slide ces éléments-là. Et donc, cette étape préalable est nécessaire parce qu'elle va quand même un petit peu cadrer aussi ce que l'on veut réaliser et se rendre compte un peu plus dans les détails de ce que l'on désire. Évidemment, ça peut se faire aussi, évidemment, sous forme de workshop, bien entendu. Autant toujours faire ça avec les clients potentiels, bien sûr. Et là, à partir de là, on prendra brique par brique et on rentrera dans un processus itératif de développement qui permettront, tous ces développements permettront petit à petit, donc incrémentalement, de composer le produit avec les priorités que l'on se donnera. Et ça, de manière itérative, c'est-à-dire qu'on va se donner un laps de temps pour réaliser quelque chose assez rapidement, que l'on valide rapidement, après souvent 3-4 semaines. Donc ça peut se décider, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut parfois être 2, mais enfin, en delà de ça, c'est vraiment pas recommandé. On se donne un laps de temps où on se dit, voilà, ça, on va le développer, l'implémenter, et ça constituera une partie, une brique de mon logiciel, et je vais la valider rapidement avec le client avec lui, réellement, pour voir si c'est bien ce qu'il attend. Ce qui permet, évidemment, de rapidement se centrer et même parfois de détricoter, retricoter et de réalimenter même le product backlog parce que de nouvelles fonctionnalités vont peut-être apparaître, d'autres vont peut-être disparaître. Donc, cette manière de faire va nous mettre vraiment le plus près du marché et va vous permettre de réaliser rapidement un premier prototype, quoi. Et donc, évidemment, incrément après incrément, et ça, voilà, on verra tout à l'heure quels sont quelque part quel est le timing le plus approprié ou le plus adapté, je vais dire, pour finalement arriver évidemment au produit final que l'on déploiera là où il faut le déployer. Et ça, c'est une phase vraiment aussi à part entière qui est importante.
Donc évidemment, avec ça, pour que tout ça fonctionne, il nous faut des petits bonshommes, des petits bonhommes, des petites bonnes femmes. Hein. Sinon, je vais. nous sommes des femmes et des hommes. On en voit quand même quelques sur le schéma, plus d'hommes que de femmes, mais bon. Mais donc, on va évidemment y mettre des acteurs qui vont aider à ça. Et donc, comme je vous disais, ben oui, il y aura le product owner. Donc ça c'est une personne qui effectivement sera un petit peu la responsable de toutes ces fonctionnalités, de ce cadrage de ce projet. Donc parce que évidemment on pourrait rapidement dévier. Il faut aussi rester dans un certain cadre. Évidemment, bien sûr, rien n'est impossible. On peut dire tiens, pas telle fonction, mais il doit quand même y avoir un responsable et celui qui a évidemment cette vision dont on parlait. Et parce que bon, il faut quand même rester dans une certaine vision. Donc ce product owner a quand même un rôle et il va se préoccuper effectivement de garder toutes ces fonctionnalités cadrées correctement. Puis ensuite, on a évidemment une équipe qui va travailler. Cette équipe, c'est vraiment l'équipe qui, elle, va développer. On les considère vraiment comme les développeurs et les responsables de tout ce qui tournera autour de ce code. Et donc, eux vont raffiner sous forme de tâches, parce que bon, eux, rien que les fonctions, ça ne leur dit rien, mais eux, ils doivent concrètement réaliser des tâches et dire, oui, je dois aller aussi mettre l'environnement travail en place, je dois assurer une revue de mon code, enfin, donc, toutes ces tâches détaillées, ben oui, c'est la team qui va s'en préoccuper, mais sous un chef d'orchestre qui, lui, est, je vais dire, le garant du processus pour que ce développement se passe au mieux. Donc, il n'est pas là pour aller les aider à développer, comme à mettre tout en œuvre pour que tout se passe bien. Et donc, un petit peu, voilà, le garant un petit peu de tout qui va se dire, je veux que le comment, que si on met une procédure en place, elle soit bien respectée. Enfin, il va vraiment aider cette team à réaliser son objectif qui, elle, réellement, est de créer ces petits incréments dont on parlait. Et ensuite, ben oui, au bout de chaque sprint, il y aura une validation avec, évidemment, les potentiels clients. Et il y a, évidemment, mais voilà, donc là, je vais en parler juste après, pour que ce processus se passe bien, on peut mettre en place, donc comme d'habitude, on n'est pas obligé de tout mettre en place, mais on peut mettre en place des petites réunions journalières prévu pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, mais on n'est pas obligé de faire ça tous les jours, donc, mais en tout cas des choses vraiment très régulières, mais en tout cas il faut se donner un timing, une méthode et dire qu'on fera des sprints de 3 semaines parce qu'on veut arriver après 6 sprints à quelque chose, et donc du coup cette découpe et cette préparation de méthode effectivement va se faire en collaboration avec le team et le Scrum Master pour mettre en place une méthode de travail, et c'est très important parce que si on ne planifie pas tout ça au départ, on doit au moins voir vers où on va, découper en sprint et se dire, voilà, est-ce qu'on va savoir mettre toutes ces fonctionnalités-là dans un sprint? Et donc, tout ça se discute évidemment avant de commencer dans ce qu'on appelle un sprint planning, avant, où on se dit, bah oui, il faudra bien mettre en place pour que tout ça se passe bien. Et donc, pour finalement, après, incrément par incrément, arriver au client. Et donc ici, j'ai mis un petit peu un slide qui détaillait vraiment précisément tout ce que ces rôles faisaient. Comment ça se fait? Voilà. Donc, comme je vous disais, le product owner est vraiment le responsable de ce product backlog, de toutes ces fonctionnalités. C'est lui qui va définir avec l'équipe, bien sûr, mais il est le garant, il est le responsable de cette vision qui va devoir être partagée, qui va devoir être toujours cadrée, et de définir ce contenu avec les équipes pour le commencer. Et il va aussi aider à la planification, bien entendu, vous verrez, à l'estimation, à la priorisation de toutes ces fonctionnalités. Donc, il est vraiment le responsable du quoi et du pourquoi. C'est vraiment les 2 mots qu'il faut retenir. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Parce qu'on pourra toujours se poser, on va imaginer plein de fonctionnalités, oui, mais est-ce que ça répond bien au pourquoi de notre rêve au départ? Parce que sinon, ça n'a pas non plus de sens. Donc, lui, c'est le product owner. Alors, le Scrum Master, comme je vous disais, il va plutôt s'occuper du process, donc d'aider toutes ces personnes à faire en sorte que le projet se déroule correctement, que cette équipe puisse travailler et pas se préoccuper de tout plein d'artifices autour. Donc, il est vraiment le garant du bon fonctionnement. Et donc, c'est lui qui va éventuellement organiser, si la méthode a été définie telle qu'elle, et conduire ces fameuses réunions journalière qui s'appelle les Daily Scrum Meeting. Il est là pour aussi régler les problèmes s'il y en a. Donc, vous voyez bien, c'est vraiment celui qui va faire en sorte que tout se passe bien, qui pourra permettre à cette Scrum Team, cette équipe, qui sont là réellement les développeurs, de produire leur logiciel et de travailler sur tout ce qui touche au code, parce que c'est eux qui sont responsables de tout ça, que ce soit les choix techniques, la qualité du code, les manières. Donc, ils sont là dans le comment. Et ça, bon, c'est important, et évidemment, toujours avec une méthode, mais qui est effectivement
défini au départ et qui est suivi ou orchestré par le Scrum Master. Et le client qui, lui, bien évidemment, rentre aussi dans ce processus, puisque lui, il sera quand même là à chaque validation. Il doit être là pour qu'on vérifie. Donc, on n'est pas obligé nécessairement parfois de le faire à tous les sprints, mais en tout cas, plus souvent, il sera là pour valider les orientations, mieux ce sera. Parce que lui, il voit le final et puis il se dit, oui, mais enfin, finalement, c'est bizarre ça, parce que moi, voilà, je viens d'avoir une nouvelle demande. Et donc, ça permet quand même de recentrer un petit peu et d'avoir sa validation et au moins de savoir qu'on va dans le bon chemin. Alors bon, tout ça c'était rôle et responsabilité, donc une méthode qu'on peut mettre en place parce qu'il faut bien quelqu'un qui cadre tout ça et des personnes qui le font. Maintenant, on va un peu descendre dans ces fameuses étapes et réellement les outputs que l'on doit produire, parce que bon, c'est bien, mais il faut évidemment qu'on ait du concret par rapport à tout ça. Et donc je vous disais que dans la première phase, on partait de la vision et qu'on raffinait. Eh bien oui, donc on part de besoins, donc de ce qu'on appelle une analyse des besoins, de maquettes peut-être, hein, toute fine, parce que parfois c'est bien de présenter son projet avec des maquettes, parce que comme ça les personnes réalisent, enfin le client réalise plus rapidement ce que c'est. Et évidemment, il va falloir raffiner tout ça en fonctionnellement, techniquement. Donc on va faire une analyse fonctionnelle, on va faire une analyse technique, je décrirai juste un petit peu après, un petit peu en détail ce que ça contient. Et évidemment, tout ça mènera à rédiger vraiment un cahier des charges. Donc, il faut quand même aller jusqu'à un cahier des charges parce que il faudra quand même avoir une idée de ces fonctions, de ces aspects techniques et aussi également peut-être de l'estimation. Il faut bien aller jusque-là pour avoir une estimation de l'effort nécessaire, donc de l'équipe à mettre en place et des budgets engagés et aussi des priorités. Donc, tout ça se fera effectivement là-dedans et ce sera la Bible et ça se représente évidemment dans des outils via un produit backlog, mais donc ça, de nouveau, on peut utiliser ce qu'on veut. Ensuite, donc, quand on a quand même fait cette première partie qui est assez importante, parce qu'il faut quand même aller jusque-là, on pourrait, bon, certains disent qu'on pourrait démarrer en ne faisant pas nécessairement une analyse détaillée de tout, mais alors on a un problème dans la création de l'équipe qui va devoir évidemment le réaliser, parce qu'on ne sait pas trop bien quel effort, alors il faut quand même avoir une vue globale, un petit peu détaillée de tout ce que l'on va réaliser. Donc suite à ça, quand on a tous ces éléments, ce fameux produit backlog, comme je vous ai dit, là, on va commencer à réaliser soit des mock-ups ou des wireframes, mais ça dépendra évidemment du projet, hein, comme on dit. En partant des maquettes, on va pouvoir effectivement avoir ce qu'on appelle dans le front-end peut-être des éléments qu'on va pouvoir réaliser. Au sein, donc en prenant une seule brique, on pourrait avoir un mock-up, un prototype à réaliser, donc un petit bout de code logiciel qui permettrait de réaliser une fonctionnalité, par exemple, et cette phase de test, parce qu'il faut qu'effectivement, au bout de ce sprint, avec le client, on ait pu montrer qu'on a testé, qu'on a réalisé le scénario que l'on avait mis en place au départ de notre analyse, et se dire, tiens, voilà, vous nous aviez dit que c'est ça que vous voulez, est-ce que c'est bien ça? On fait le petit test, on lui montre, il valide, ok, ce petit incrément, il est déjà bon. Ça ne veut pas toujours dire que cet incrément ne va pas devoir être vu. Hein. C'est vraiment ça le côté très agile et intéressant, c'est que tout va dépendre un petit peu de cette validation. Donc c'est pour ça qu'il est important évidemment d'avoir cette validation avec le client. Puis alors on fait ça le temps qu'il faut, tout ce qu'on aura planifié. Et ensuite, il y a évidemment le produit qui va lui être mené. Donc quand tout sera intégré, évidemment toutes ces briques seront intégrées, ce qui réalisera le produit, mais qui va devoir aller être déposé. Là, il doit être déposé chez le client ou peu importe sur n'importe quelle infrastructure, mais qu'elle soit web ou donc le produit final, ça dépend de chacun. Évidemment, voilà, donc juste un petit peu plus en détail sur les outputs, mais rapidement quand même. Donc, je vous avais parlé d'une analyse fonctionnelle et technique pour aboutir à un cahier des charges, donc dans la première partie qu'on disait, hein, la première étape. Mais évidemment, cette analyse fonctionnelle, on parle bien de fonctions, on va imaginer quels sont les utilisateurs potentiels et quelles fonctions dont ils ont besoin pour les dériver, les fonctions système, les fonctions peut-être des administrateurs, les fonctions utilisateurs, donc un petit peu, effectivement, tout le fonctionnement de ce produit que l'on veut délivrer, et on va déjà commencer à prioriser. Donc évidemment, c'est important.
en parallèle à ça, on va aussi se préoccuper de besoins non fonctionnels. Donc, c'est bien d'imaginer les fonctions que le produit pourrait offrir, mais il y a aussi tout un aspect il faut peut-être se poser des questions sur la performance dans notre contexte, la sécurité peut-être qui est très importante, voir comment un logiciel réagit, parce qu'il faut peut-être des logiciels qui réagissent à la seconde, voir peut-être comment il s'adapte, parce qu'il faut peut-être porter ce logiciel sur différentes plateformes. Donc, tout ça, ce sont des besoins auxquels il faut effectivement réfléchir lors de l'analyse, et qui font partie de cette analyse fonctionnelle, mais on appelle ça des besoins non fonctionnels puisque ce ne sont pas des fonctions. Puis après, il y a un aspect un peu plus technique, un peu plus technologique, où on va devoir, bien sûr, c'est bien qu'on ait ces petites fonctions, mais il faut qu'on les articule et qu'on voit un petit peu comment le système complet sera composé. Il y aura peut-être un composant avec un message, un serveur webmail, peut-être donc vraiment faire vraiment l'architecture de ce système et de voir les bases, s'il y a besoin de bases de données. Donc, on voit bien que là, il faut évidemment quand même qu'on complète avec un aspect technique et technologique, parce qu'évidemment, il faudra bien l'implémenter, le mettre en œuvre. C'est une des premières choses qu'il faudra faire ce sera peut-être une des briques que l'on utilisera en première position dans le sprint. Ça, c'est vraiment à définir en fonction du projet. Et ensuite, tout ça, ces deux analyses vont permettre de constituer ce cahier des charges. Donc, dans ce cahier des charges, il y aura cette partie fonctionnelle, cette partie technique, aussi la méthode de travail. Justement, on va se positionner sur comment va-t-on travailler. Est-ce que quelque part, on a dit qu'on avait envie de livrer après 1 an, donc comment est-ce qu'on découpe ça? On va faire des sprints comment? Donc, il faut qu'on mette en place effectivement cette méthode de travail. Comment va-t-on constituer notre équipe et comment va-t-on s'organiser jour après jour, ou semaine après semaine, ou mois après mois pour y arriver? Donc, un petit peu la méthode que je vous ai montrée. Et ça mènera évidemment à une estimation de l'effort, parce qu'on aura détaillé quand même en partie en tâches, et du budget, évidemment, pour pouvoir impliquer les équipes qu'il faut, bien sûr. Et important quand même, y mettre de la priorité des fonctions, parce que, effectivement, on ne saura peut-être pas tout faire en même temps, et on pourrait déterminer une première version d'un prototype, et puis une seconde version, et ça dépend du moment où on va arriver sur un marché, évidemment. Ensuite, donc, quand on a évidemment ce pense-bête et important avec un petit peu toutes les briques, on va évidemment commencer à réaliser avec, comme je vous avais dit, des mock-ups. Donc ça, c'est le front-end. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a. Et dans ce cas-là, on va implémenter ça itérativement, fonction par fonction. Voilà, on avance. Le prototype, c'est le back-end. Donc ça, c'est vraiment le produit. Voir un petit peu itérativement, vous avez brique après brique, comment on va l'implémenter. Donc ça, dans un sprint que voici, il y aura toujours peut-être un petit bout de wireframe, un petit bout de prototype, et des phases de test, bien sûr, fonctionnelles et techniques, pour valider, finalement, avec le client, sprint après sprint, ce produit. Et puis, la mise en production, qui sont évidemment là aussi souvent des documents qu'il faut… tout ça fait souvent office au moins d'avoir quelque chose d'écrit, parce que, voilà, il y a cette notion qui est toujours souvent oubliée, et évidemment, ce sont les activités d'assurance qualité qui nous montrent tout ça. C'est que, bien sûr, chaque fois qu'il y a des documents, on a des genres de templates, évidemment, qui permettent de rapidement se dire, voilà, je vois que je dois remplir une section comme ça, c'est ça qu'elle me demande, donc je sais comment je dois l'alimenter. Et puis des techniques pour remplir des scénarios d'utilisation, toutes ces choses-là, évidemment, ce sont des éléments, des outils qui nous aident à obtenir les bons outputs assez rapidement. Voilà, et donc évidemment, si maintenant, c'est bien de se dire tout ça, il y a tout ça à faire, mais il faut que ce soit fait raisonnablement, de manière optimale, et il nous faut cette méthode, mais on sait qu'on doit livrer des choses, mais alors il faut les mettre dans le temps, et pour que ce soit évidemment acceptable, et ça tout dépendra aussi de nouveau de votre produit, mais c'est un bon timing, mais encore certains diront non. Avoir mon produit qui soit là, livré après 1 an, non, c'est trop tard. Alors, à ce moment-là, il faudra faire en sorte de tout combiner pour voir si c'est possible. Peut-être mettre plus de monde ou quoi. Mais si quelqu'un veut effectivement que ce soit en 9 mois, il réagira un petit peu autrement. Mais en tout cas, une bonne manière de faire, je vais dire un bon rapport, ce serait qu'effectivement, après 3 mois, on ait terminé effectivement de rêver, d'avoir fonctionnellement un petit peu vu et validé même avec les utilisateurs, donc faire des workshops, comme Bérangère l'expliquait, pour valider tout ça, et les utilisateurs, avoir détaillé un petit peu plus, avoir de fameux product backlog prêts, et surtout avoir estimé, savoir les équipes et la manière dont on va travailler qui soit définie. Donc ça, c'est 3 mois. Certains qui diront, oh là là, ça c'est peu. Certains qui diront, oh c'est beaucoup. Oui, ça va dépendre un petit peu évidemment de ce qu'on a comme produit. Mais
il faut essayer de ne pas dépasser ces zones-là, si on veut évidemment avoir quelque chose qui rentre sur le marché 1 an plus tard. Hein. C'est pour ça que je le note de cette façon-là. Et puis alors, itérativement, on peut imaginer que voilà, on est une première version après 6 mois, en ayant pris certaines briques du product backlog, ou évidemment, après 9 mois, une deuxième version, et en fonction des priorités qui auront été données aux fonctions et qui vont peut-être changer au fil du temps. Et puis, pour finir, évidemment, avec le déploiement après 12 mois, ce qui nous donne une route, mais qu'on peut définir un petit peu, donc, comme on veut, évidemment. Hein, ce ne sont que des propositions et tout dépend. Voilà. Si pour certains, arriver après 1 an, après 1 an, c'est trop tard, oui. Comme on dit, il va falloir peut-être prendre une route peut-être plus directe, mais alors mettre les moyens qu'il faut, parce que malheureusement, oui, il faut quand même imaginer les équipes qui vont y travailler et le temps qu'il faut. Et évidemment, il y a des techniques, parce qu'on va dire, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais combien de temps il me faudra? Oui, il y a des techniques pour calculer les efforts, évidemment. Donc tout ça, c'est toujours des éléments, mais que tout le monde n'a peut-être pas, évidemment, et donc on peut se faire aider, bien entendu, par des experts en la matière qui vont se concentrer sur l'analyse fonctionnelle et qui vont pouvoir permettre, en tout cas, donner une idée du coup que ça pourrait donner. Et puis, techniquement aussi, on peut se faire aider, bien sûr. Donc voilà, ça donne une approche, en tout cas, opérationnelle et dans le temps pour parvenir quand même à quelque chose de réalisable et opérationnel et en production, en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je dois peut-être retourner dans le chat, ou je ne sais pas comment on fait, Bérangère. Est-ce que quelque part on attend la fin ou Alors, il n'y a pas eu de questions pendant ton intervention. Cependant, voilà, j'invite, s'il y avait des questions, donc maintenant, manifestez-vous, ou bien simplement continuez à rédiger vos questions si vous en avez, et on prendra encore également un peu de temps après, à la fin de la présentation de Cyprien pour éventuellement voir les questions qui seraient plus pour Annick. Voilà. Donc, mais un grand merci Annick. Donc, je te propose d'arrêter le partage de ton écran et je propose à Cyprien de prendre la parole et de prendre la main sur le partage de l'écran. Tout à fait. Alors, voilà. Voilà, bonjour à tous. Merci pour toute cette introduction. Je me présente, je m'appelle Cyprien de Barros. Je dirige actuellement la société Alteria Solutions. Et nous sommes une start-up passée d'ailleurs par le CETIC il y a quelques années. Et qui se focalise donc sur les solutions immersives, interactives et intuitives à destination de l'industrie 4.0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire immersif, interactif et intuitif? C'est un terme qu'on a plus ou moins mis au point pour regrouper toutes les solutions de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte. Donc, la réalité virtuelle, vous la connaissez bien. Je pense, on entend de plus en plus parler. Il s'agit de mettre un casque qui affiche un champ 3D dans lequel on peut se déplacer, on ne voit pas son environnement extérieur et on peut vraiment bouger dans un environnement 100% numérique. La réalité augmentée, forcément, c'est d'avoir également un casque sur soi ou utiliser un smartphone ou une tablette pour filmer l'environnement et superposer des informations. Et la réalité mixte, les définitions varient, certains s'approprient un peu le terme. La nôtre, c'est qu'il s'agit de réalité augmentée plus où on imbrique encore plus le monde du virtuel au sein du réel, c'est-à-dire que on peut mettre un casque et commencer à interagir avec des objets en 3D qui sont aussi eux mêlés dans le réel. Donc Alteria, c'est une entreprise qui ne s'occupe que de solutions de ce type-là. Donc, on ne touche pas aux écrans, pas ennuyants, mais je dirais plutôt les écrans qui sont tout plats ou qui font juste de la 2D traditionnelle, mais que des solutions sur des réalités alternatives. Alors, dans
l'historique de la société, on a commencé à travailler sur ce projet maintenant il y a 5 ans. Le temps passe forcément très vite. Quand j'étais à l'Université libre de Bruxelles, j'ai commencé à assembler une équipe en étant étudiant à Solvay pour créer des formations en réalité virtuelle à l'époque où c'était l'émergence de ce genre de casque, c'était le renouveau. Il faut savoir que la réalité virtuelle, c'est un vieux concept. Et donc, on a eu la chance en 2016 d'avoir un renouveau de la technologie. Et donc, c'est là où j'ai commencé à assembler une équipe. On est passé par le Microsoft Innovation Center pour représenter un peu le projet qui s'appelait SolVR à la base. Tout au long de 2018 et 2019, on a eu des premiers contacts clients pour créer des expériences en réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Et on s'est de plus en plus tourné vers une optique de développement produit. Là où ça va nous intéresser beaucoup, puisque la culture produit permet d'imaginer des projets sur le très long terme et pas seulement des one-shots qu'on met une fois et puis on a tous fait une petite présentation d'un produit qui a été fait rapidement par un studio externe et puis on met ça au placard. Le but, c'est d'avoir dans la culture produit cette idée de pérennisation des projets numériques où un projet numérique s'inscrit dans une transition qui doit être cohérente et qui doit avoir des objectifs à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on est passé d'un studio de développement durant les premières années à une véritable start-up à vocation de devenir scalable, éventuellement une licorne un jour peut-être, où on a toute une série de produits. On a levé des fonds pour ça en 2020, fin 2020. Ça a été une période longue de levée de fonds où on a trouvé ça auprès de B-Angels et de Van Vlaanderen. Et en 2021, le but est d'accélérer la croissance de la société en offrant de nouvelles solutions, de nouveaux produits et de nouvelles manières de fonctionner. Alors, notre mission en ce moment, c'est de démocratiser l'utilisation de la réalité virtuelle dans des formations industrielles. Donc, c'est de trouver un moyen de remplacer des formations dites analogiques par un moyen d'entraînement 100% virtuel en réalité virtuelle où vous pouvez vraiment transposer une réalité analogique à une réalité complètement virtuelle. Ça, démocratiser l'utilisation, ça passe par deux choses. Ça passe par la simplification du médium lui-même. C'est déjà compliqué de demander à des gens parfois de mettre un casque. Alors si en plus les logiciels derrière de création sont compliqués, on n'en sortira jamais. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut forcément réduire les coûts. L'innovation n'a de sens que lorsqu'on a une logique financière sur long terme où elle permet de faire des choses en mieux et donc forcément de réduire à terme des coûts. Donc ça, c'est nos deux manières d'envisager la réduction, plutôt l'adoption de cette technologie. Alors, pourquoi la formation? Parce que c'est dans notre ADN. On a toujours, nous, dans la société, aimé se cultiver, apprendre des choses, s'émerveiller du monde. Et une étude d'Accenture avait montré que quand on veut apprendre des choses, 75% de ce que vous faites en apprentissage pratique, vous le retenez. Beaucoup plus que lorsque vous faites des cours audiovisuels, des cours magistraux. Il va y avoir vraiment une plus grande rétention. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça, c'est presque du bon sens. Et il faut susciter plus d'occasions pour apprendre de manière pratique. C'est pour ça qu'on a mis une solution qui s'appelle Logia, qui permet de créer, de modifier et de distribuer du contenu de formation en réalité virtuelle. Et ça passe par deux choses. Par un outil super simple d'utilisation pour créer du contenu de formation en réalité virtuelle et un lecteur, un peu à la manière d'un PDF, qui vous permet d'installer et de déployer des formations au sein d'une entreprise, par exemple. Et donc, le but ici, c'est de donner une boîte à outils extrêmement simple à utiliser pour qu'une entreprise industrielle puisse facilement recréer tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris cette approche? C'est parce que lorsqu'on crée la réalité virtuelle, vous avez plusieurs moyens. Soit vous passez par un studio qui va s'occuper d'absolument tout pour vous, c'est-à-dire qu'il va prendre votre commande, cahier des charges, et puis il va tout faire dans son coin. Et vous aurez un ping-pong entre l'entreprise qui désire des formations en réalité virtuelle et un studio de développement. Vous avez un autre moyen qui est l'intégration de plugins de différentes sortes, c'est-à-dire que vous allez internaliser des compétences de développement au sein de votre entreprise.
Et donc ça prendra probablement un peu moins de temps d'internaliser. Il y aura un plus gros coût fixe à la base parce qu'il faut former des gens, mais ça vous prendra un peu moins de temps pour mettre en place des solutions efficaces dans l'entreprise ou sur le marché, ou bien vous passez par nous avec le logiciel où on peut être en termes de création 3 fois plus rapide qu'un système d'internalisation classique, où c'est simple, c'est flexible, ça ne nécessite pas d'apprendre du code ou de la programmation pour mettre au point des formations en réalité virtuelle. Et ça, c'est vraiment au cœur de notre proposition de valeur. Et donc, voilà, Logia est une plateforme qui doit pouvoir fonctionner sur n'importe quel type de PC, n'importe quel type de contenu aussi. Et l'ambition du produit, c'est de révolutionner complètement la façon dont une entreprise se sert de cette technologie-là. Donc ça, c'est évidemment la grande vision de base. On parlait tout à l'heure de ce qu'il fallait comme vision. Et donc nous, c'est notre pari en tant que startup, c'est que les modèles 3D vont être de plus en plus utilisés dans le monde. On va pouvoir s'en servir de plus en plus. Il faut trouver des logiciels de traitement de ce contenu et de l'intégrer en entreprise pour que une technologie comme la réalité virtuelle puisse s'intégrer dans toute la chaîne de valeur d'une entreprise, à partir du moment de l'idéation jusqu'au support client. Il faut que la VR puisse être sur tous les ponts. Alors, on parlait de méthodologie agile, de Scrum, et ça, c'est suite à notre passage au CETIC, on a retenu quand même des sacrées leçons qui aujourd'hui encore pas nous hantent, mais font partie de notre quotidien, où je voudrais insister sur le daily stand-up qu'on a rapidement esquissé, qui est vraiment de se retrouver dans une équipe de développeurs et de communiquer sur les choses qui se sont bien passées, qui se sont mal passées, les barrières, comment est-ce qu'on facilite le passage d'une étape à l'autre. Et le fait de se parler tous les matins avec toute l'équipe, qu'on soit développeur ou pas parfois, hein, on peut très bien être product owner sans être un développeur. Et ben ça permet d'avoir une communication ultra transparente. Alors quand on est startup et qu'on est 7, c'est beaucoup plus facile que quand on est une entreprise à plusieurs milliers de personnes. Donc forcément dans un cadre startupien, c'est plus facile, mais quand même quand on fonctionne en petite équipe, l'intérêt du daily stand-up permet de réduire complètement les coûts d'un développement ou d'un projet parce qu'on se parle. Donc nous, les bonnes pratiques qu'on a mises en place, c'est une transparence complète dans tous les problèmes qui peuvent venir, des visualisations qui sont toujours présentes pour que chacun puisse savoir ce qui se passe en T+1 ou en T+2. Ça passe par des choses parfois toutes bêtes, hein, comme un tableau blanc qui est visible par tout le monde au centre de la pièce, quand on est en présentiel bien sûr, qui permettent de résumer tout l'état du développement, d'avoir ces moments de challenge ou aussi de meetings qui doivent être forcément courts. Par exemple, le daily stand-up, il se fait debout et ça permet aux gens d'en finir vite parce qu'on ne veut pas forcément rester en réunion debout pendant 3 heures. Et donc ça, comment on voit sur le schéma, en fait, il y avait 3 manières de communiquer ou de fonctionner pour développer le produit Logia. Soit on prenait la méthode de physique d'un peu avant où on ne faisait pas forcément de développement itératif et qu'on remplissait cahier des charges de A à Z sans faire de check-up. Ou bien on pouvait passer à des manières, des dashboards virtuels qui sont plus efficaces et qui permettent de mieux communiquer. Mais nous, ce qui a vraiment changé notre façon de faire, c'était une pratique comme le daily stand-up. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Et dans la méthode agile, en fait, le mot vision, nous, il revient tout le temps parce qu'on passe de la vision au produit, mais la vision doit être bonne et il faut que n'importe qui puisse, je dirais, résumer le projet en 3 lignes. Et là, par exemple, vous avez ici notre manière à nous de résumer comment est-ce que notre logiciel fonctionne, quelles sont les briques essentielles qu'on doit pouvoir tester auprès des clients, où là c'est très simple, on doit pouvoir importer des fichiers 3D, des images, des sons, on peut créer, modifier des formations, puis les déployer. C'est ça, une fois qu'on a cette boucle de création, de modification et de distribution, en VR, on a gagné.
Donc tout s'articule autour de points assez essentiels, et ce qui nous évite aussi de tomber dans ce qu'on appellerait le feature creep, où chacun veut rajouter un petit bout à droite, un petit bout à gauche, et avoir un assemblage parfois pas très cohérent, où on rajoute au cahier des charges des choses qui viennent d'arriver là comme ça. C'est bien en développement itératif pour certaines choses, mais dès que vous avez cette notion de feature creeping, et ben vous allez vous retrouver avec un projet tentaculaire qui ne répond même plus aux besoins de base. Une méthode agile, c'est aussi un moyen assez unique pour nous de faire une forme de management transversal. Logia, c'est un logiciel à la base qui est complexe. On doit pouvoir révolutionner la façon dont une entreprise va faire des formations en réalité virtuelle. Donc, on touche très clairement au cœur du fonctionnement d'une entreprise. Avoir des gens bien formés et des têtes bien faites et des personnes qui savent ce qu'elles font, c'est essentiel. Mais quand on touche à l'industrie, on touche à des thématiques quand même qui sont très larges. Donc, pour mettre à bien un logiciel de création de contenu industriel, il fallait mettre 3 types de profils différents qui, à la base, s'entendent pas toujours très bien. Vous avez des vrais ingénieurs qui doivent créer des algorithmes assez complexes avec des connaissances mathématiques plutôt poussées pour répondre à certains standards industriels. Vous avez des artistes 3D qui doivent faire en sorte que les environnements en réalité virtuelle soient, je dirais, agréables. C'est pas parce qu'on est dans une usine que ça doit être forcément désagréable de travailler en réalité virtuelle. Et vous avez ensuite des programmeurs qui vont être là pour mettre tout ça en musique et à agencer certains algorithmes. Et ça, c'est assez compliqué normalement de faire fonctionner ces 3 types de profils ensemble. Et donc, nous, on s'est servi des enseignements du CETIC pour faire en sorte qu'il y ait une communication entre tous ces départements qui soit super limpide et que ça avance et que tout le monde puisse aussi grandir autour des thématiques données. Et donc, voilà, ici, là, dans ce schéma-là, le logiciel complexe, ce n'est que l'assemblage de ce que les ingénieurs, les artistes et les programmeurs ont fait. Et pour ça, il a fallu appliquer une méthodologie qui permettait de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Et donc, à la fin, ce qui nous a permis de fonctionner et de grandir, c'était de trouver une formule, suite à tout ça, aussi de co-création avec les clients. Parce que quand on prône une méthode agile ou qu'on veut réussir un projet numérique, c'est pas seulement un projet numérique pour l'entreprise, c'est aussi un projet numérique pour le client. Il faut qu'à terme, le cas d'usage final soit censé puisse être utilisé à long terme. Et donc, on a défini par après des manières d'aider les clients à réussir leur propre projet numérique avec notre logiciel qui est lui-même dérivé d'une façon de bien réussir un projet numérique. Donc, c'est pour ça qu'on était tout à fait dans le thème d'aujourd'hui. Et maintenant, ce qu'on propose, c'est vraiment une méthode hybride où nos clients disposent d'un logiciel très compétent et ce logiciel peut être soutenu par notre expertise de manière à joindre nos forces et à la fin arriver avec des modules de formation VR qui sont ultra pertinents et qui permettent une interaction qui résiste à toute épreuve. Donc ça, c'est vraiment notre output final. Nous, dans l'avenir, on souhaite agrandir l'écosystème et que Alteria Solutions devienne vraiment un géant du numérique européen en réalité virtuelle, augmentée et mixte, qu'on devienne vraiment presque un GAFAM de la réalité virtuelle en se servant de ces méthodologies-là et en ayant un portfolio de solutions numériques qui sont toujours plus puissantes et qui répondent à des problèmes toujours plus exigeants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu sur le chat s'il y avait eu des questions. Un tout grand merci déjà, Cyprien. Non, pas encore de questions. Donc, je propose on laisse chacun réagir éventuellement. Et du coup, j'en profite pour revenir vers Annick. Le temps que les questions sur Alteria et sur la mise en place en pratique
se pose. Et peut-être que, du coup, Cyprien, tu auras peut-être aussi un élément de réponse à donner à cette question. Donc, Annick, pendant ta présentation, tu as dit qu'il y avait des techniques pour calculer la force de travail nécessaire pour un projet. Donc, on nous demande si tu peux en dire un peu plus. Oui, je peux. Oui, donc il existe, enfin, en tout cas, nous, celle que nous utilisons s'appelle Cosmic. Je ne sais pas voilà, si ça vous parle, mais enfin, il y en a certainement d'autres hein, qui permettront, effectivement, avec cette découpe fonctionnelle que l'on a réalisée dans l'analyse fonctionnelle, de pouvoir se dire, tiens, cette fonction, elle contient autant d'entrées-sorties et de manières de le développer. Donc, c'est vraiment un calcul qui se fait avec l'entrée, la sortie et, par exemple, les aspects d'entrée, de read et de write, donc d'accès à la base de données. Donc, c'est une manière de faire, hein, donc voilà, dans un type d'application, bien sûr, et qui permettront de donner des points. Et ces points seront effectivement additionnés et donneront une estimation de l'effort, parce que ça passera dans un genre allez, je veux dire de fichier de référence qui contient pour l'ensemble des projets la réalité du coût de ce type de fonction. Donc, on sait très bien qu'autant de fonctions donneront autant d'efforts, et parce qu'il y a une base de données derrière. Donc voilà, je ne sais pas si c'est... Peut-être que Cyprien, lui, a une autre manière de faire. Donc là, c'est vraiment un outil. Hein. J'aurais pu mettre la caméra, du coup. Désolée. Cyprien? Pas forcément quelque chose qu'il y a à rajouter. Ok. C'est déjà une bonne réponse. Hein. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, voilà. Si cette présentation ne suscite plus d'interrogations de vos parts, donc de toute façon, voilà, on reste tous disponibles à la suite de ce webinaire s'il y avait d'autres questions. Et donc, je vais en profiter ici pour vous partager des adresses mail qui peuvent être utilisées. Au niveau du Hub créatif de Charleroi, donc c'est Laurie qui vous répondra avec plaisir. Donc vous avez son adresse mail pour poser toutes vos questions sur les accompagnements possibles du Hub, sur notre méthode de travail, sur d'éventuels accès aux partenaires et à l'écosystème du Hub créatif. Si vous avez des questions sur les activités du CETIC, notamment en termes de projets, de gestion de projets numériques, n'hésitez pas à nous contacter via info@cetic.be. Et enfin, j'ai mis également l'adresse de Cyprien si jamais vous êtes conquis par son projet ou que vous voulez simplement en savoir plus sur la façon dont la méthode agile a été mise en œuvre de façon très, très pratique et très intéressante au sein d'Alteria. Je crois que Laurie voulait nous dire quelques mots. Exactement, donc c'est pour la question relative aux attestations de présence. Donc voilà, vous pouvez nous envoyer un mail. Je vais mettre mon adresse dans le chat avec votre nom, votre adresse mail forcément, et les infos dont vous avez besoin. Et on vous renvoie ça le plus vite possible. Voilà. Merci beaucoup, Laurie. Donc, merci Annick, merci Cyprien et merci à tous les participants pour ce webinaire. Voilà, nous avons été un peu plus rapides que ce que prévoyait le programme, mais je pense que tout le monde s'en réjouira et j'espère que ce webinaire était plein d'apprentissage pour chacun. À bientôt. Oui, merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci beaucoup.